Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans Regard de Société, votre espace de réflexion et de débat sur les grandes questions qui touchent notre quotidien. Aujourd'hui, impossible d'ignorer la place du téléphone portable et des réseaux sociaux dans nos vies. Ils nous rapprochent, nous permettent de communiquer instantanément, de partager nos émotions, nos souvenirs, nos moments de vie. Mais dans les couples, ces outils numériques deviennent parfois des sources de tension, de jalousie, de méfiance ou même de rupture. Entre les discussions privées, les likes jugés suspects, les mots de passe cachés, le temps passé sur les écrans ou encore l'exposition du couple sur Internet, beaucoup se demandent aujourd'hui, le téléphone et les réseaux sociaux renforcent-ils les relations amoureuses ou détruisent-ils progressivement la confiance dans les couples? Pour en parler ce soir, nous recevons Gloria Akwaku. Vous êtes journaliste, rédacteur web, présentatrice et spécialiste des questions liées à l'environnement. Cette thématique vous passionne et vous êtes avec nous pour opiner là-dessus. Gloria Akwaku, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs et merci de m'avoir invité sur le plateau de télé. Merci à vous. Également sur ce plateau, Komlan Kwasi, psychologue clinicien et thérapeute de couple au cabinet clinique de psychologie positive. Vous êtes sur ce plateau pour nous apporter un éclairage psychologique et éducatif sur l'impact des téléphones et des réseaux sociaux dans les relations de couple, en aidant à comprendre les enjeux de communication, de confiance, de gestion des conflits et d'équilibre émotionnel à l'ère du numérique. Monsieur Komlan Kwasi, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, monsieur Cyr. Bonsoir, chers téléspectateurs. Également sur ce plateau, Roosevelt Kidjo, vous êtes Digital Project Manager et Product Owner spécialisé dans la gestion des projets numériques et la transformation digitale. Monsieur Roosevelt Kidjo, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, mes chers co-débatteurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes avec nous pour partager votre lecture de cette thématique. Merci de répondre à notre invitation. Chers invités, merci d'être là pour opiner avec nous sur cette thématique. Alors, cette première question-là qui va faire un tour de table rapide et je vais la poser tout simplement à Madame Gloria Akwaku. Est-ce que vous pensez que le téléphone aujourd'hui, Madame Gloria Akwaku, aujourd'hui rapproche davantage les couples ou qu'il ne les éloigne? Merci, monsieur. Je pense qu'il faut dire que le téléphone aujourd'hui est un outil ancré, indispensable, parce que c'est un outil qui s'adapte quand même à l'ère à laquelle on se trouve. À l'ère du numérique, bien évidemment. Exactement. À l'ère du numérique, c'est un outil qui nous aide beaucoup. La ramener dans le couple, c'est, bon, je dirais, je vais me répéter, être en phase avec le numérique, mais juste qu'il faut savoir l'utiliser pour que cette complicité normalement qui devrait exister dans le couple ne disparaisse pas au détriment de la présence d'un téléphone portable ou des réseaux sociaux. Alors, monsieur Kwasi, la même question à vous, hein. Est-ce que cet outil-là aujourd'hui rapproche les couples ou en crée des dommages? C'est une question délicate. Moi, en tant que thérapeute, j'ai rencontré beaucoup de couples qui sont séparés, qui ont eu des difficultés énormes à cause des smartphones. Au fond, est-ce que c'est le téléphone qui est le problème? C'est ça, en fait. Le téléphone n'est pas à incriminer, c'est plutôt... le vrai problème, c'est en dessous. Le téléphone n'est que... façade. Voilà, n'est qu'un révélateur de ce qu'on est. Un peu comme on dit, est-ce que l'argent est un problème? C'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a l'outil. Le téléphone est un outil. Vous voyez nos parents, les parents de nos parents ne connaissent pas le téléphone tel qu'on connaît aujourd'hui, on le connaît aujourd'hui. Donc, ils étaient dans leur contexte, dans leur réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans notre contexte, dans notre réalité. Et nous devons évoluer avec notre réalité. Donc, le problème, n'est pas forcément le téléphone. C'est tellement que lorsque nous allons continuer dans le développement de cette... on pourra bien voir les aspects. On va approfondir évidemment. Donc est-ce que le téléphone, ça dépend de chaque couple, ça dépend de l'histoire de chaque partenaire dans le couple
pour que le téléphone puisse rapprocher ou bien le téléphone puisse les éloigner. Les éloigner. Monsieur Roosevelt Kidjo, la même question. Alors aujourd'hui, le téléphone est un outil indispensable parce que c'est avant tout à notre ère aujourd'hui un outil de travail. Et donc détruire ou consolider, ça dépend en fait de la place que le couple en fait donne aujourd'hui au téléphone. Et aux réseaux sociaux en général. Voilà, et aux réseaux sociaux en général dans leur couple. Et donc si c'est bien géré, c'est un outil de rapprochement. Et si il y a une dépendance, si c'est mal géré, ça devient un outil d'éloignement. Alors, vous, quelle est la place qu'occupe le téléphone et les réseaux sociaux dans votre vie de couple aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, je vais dire, n'occupent pas une place très centrale aujourd'hui dans ma vie de couple. Parce que moi, je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux avant tout pour le professionnel. Et aujourd'hui, il y a quand même des règles de base qui sont installées dans ma relation de tous les jours avec ma partenaire. Et quand je parle de ces relations de base, c'est quand on est à table, quand on est au lit, le téléphone ne doit pas en fait prendre la place de ce moment sacré que nous sommes censés partager ensemble. Alors, Madame Gloria Akwaku, il parlait de base. Il faut définir certaines de base dans la relation pour permettre à ce que le téléphone ne puisse pas venir gâcher ce que vous avez commencé ensemble. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis avec ce qu'il a dit. Je pense que pour toute relation, il faudrait poser des bases. Et comme l'a dit le spécialiste tout à l'heure, le téléphone en soi n'est pas le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Pour une relation, je pense qu'il faudrait définir, bon, je suppose à table comme il a dit, il faudrait qu'on laisse le téléphone, au lit aussi, qu'il faudrait qu'on laisse le téléphone. C'est vrai que ça arrive que pour certaines personnes, en fonction du travail que tu fais, que tu sois aussi contraint à utiliser le téléphone à certains moments. Mais juste, il faut savoir recadrer les choses et surtout promouvoir ou bien prôner le respect de l'autre pour que le téléphone ne prenne pas la place de son ou sa compagne. Et justement, est-ce que le téléphone est-il devenu une troisième personne dans cette relation? Bon, oui, je dirais oui. Le téléphone est une troisième personne. C'est une troisième personne, mais plutôt une personne virtuelle. Une personne virtuelle qu'on peut effacer comme amener. Donc, comme ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faudrait savoir quand même quand s'accrocher à son téléphone. Il faudrait savoir quand se concentrer sur son partenaire. Il faudrait savoir quand l'utiliser. Même si, moi, la manière la plus conjointe que moi je propose peut-être pour les couples, c'est d'être sur le même téléphone ensemble. C'est ce que vous faites? Parfois. Parfois. Être sur le téléphone ensemble, peut-être ça permet également bien qu'étant devant cette troisième personne virtuelle, bon, cette troisième personne dont vous parlez, d'être quand même toujours en communication, échanger par rapport à ce qu'on voit, ce sur quoi on scrolle, et ça consolide encore les liens. Alors, Monsieur Kwasi, le téléphone qui représente aujourd'hui une troisième personne, comme vient de le signifier Madame Gloria Akwaku, est-ce que vous pensez que le téléphone, un jour, va prendre la place de la deuxième personne de l'un ou de l'autre côté où on se trouve? Tout dépend des partenaires, parce que quand le téléphone devient un problème dans la relation, il faut que chacun puisse se demander quel est le besoin qui n'a pas été satisfait à son niveau. En fait, le téléphone vient dire ce que vous n'arrivez pas à dire. Le téléphone vient alarmer le besoin qui n'a pas été satisfait. Donc, il faut que dès que le téléphone devient un problème, ça veut dire que c'est une invitation à se demander quel est mon besoin qui n'est pas en train d'être nourri dans ce contexte. Et cela va faire que l'autre va se faire entendre pour pouvoir prendre les dispositions pour pouvoir nourrir ce besoin-là. Sinon, comme le téléphone ou autre chose aussi peut disloquer les partenaires. Donc, ce n'est pas le téléphone le vrai problème. Ça, il faut que les téléspectateurs puissent le savoir. Il faut que les couples, moi, de mon expérience en accompagnant les couples, je sais que quand on vient, parfois il y a de sérieux problèmes parce que
L'autre dit, tu as codé ton téléphone. Ton téléphone et moi, qui est plus important que... Et c'est arrivé que l'autre partenaire a pris le téléphone de près de 2000 €, il a pilé dans le mortier. Vous voyez un peu? On va y revenir puisque là, on est en train de rentrer dans les conséquences de cette de l'utilisation de cette nouvelle technologie. Donc, c'est pour dire que si il y a mon collègue qui a dit, qui a parlé de règles, moi je ne dirais pas, je ne parlerai pas forcément de règles, ça dépend. Je parlerai plutôt d'accord. Si vous vous accordez, parce que quand on dit règles, on pourrait avoir l'impression de subir une pression. Voilà. Est-ce que c'est pas bien quand même de définir un certain nombre de bases, de règles? C'est ça, il dit. Sans contrôle, bien sûr. Des accords. Quand vous dites accord, ça fait une co-construction. Mais quand on dit des règles, c'est comme si dans cette maison, il y a des règles. Vous voyez? À 20 h, pendant que tout le monde est à table, personne ne touche à tout ça. Mais quand vous prenez les choses de cette manière, c'est que ce soit petit enfant, que ce soit adulte, il y a l'ego qui commence par dire, mais c'est quoi ça? Il y a des gens qui sont des personnalités qui sont réfractaires aux règles même. Quand vous parlez de règles là, ça les... Non. Moi, je vais faire le contraire de ce qu'on me demande. Pour voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, pour gagner ma liberté, pour dire que personne ne me contrôle. Bon, pour enlever ce sentiment d'être contrôlé, on peut dire on va faire des accords. Des accords, ça nous met dans une dynamique de co-construction. Nous construisons ensemble le bonheur, le plaisir d'être ensemble. Alors, on va rester avec vous et je vais vous demander, est-ce que on peut constater de nos jours que physiquement, on peut être ensemble, mais émotionnellement ne pas être est-ce qu'on peut être physiquement ensemble, mais émotionnellement absent à cause du téléphone? Non, merci pour cette question. Cette question nuance tout ce que nous disons. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous dire que grâce au téléphone, ils sont bien. Il y a des partenaires dans un couple, ils vont vous dire non, c'est grâce au téléphone même que nous sommes bien ensemble même. Parce qu'on s'envoie plusieurs messages, parce que c'est tellement ceux-là, ils utilisent le téléphone pour une connexion. Il y a on va faire un rapprochement entre connexion et communication. On peut communiquer sans établir une connexion. Parce que on va dire, les enfants sont allés à l'école et il y a combien, est-ce qu'il y a encore de riz dans la chambre? Est-ce que l'autre là, son médicament reste? On est en train de communiquer. Mais si tout le temps, c'est de ça qu'on parle, on est en train de communiquer sans établir une connexion. Donc, pour qu'il y ait une connexion, il faut qu'on aille au-delà de cela et qu'on utilise, je vais dire, des aspects qui nous permettent de faire cette connexion émotionnelle. Vous voyez, par exemple, on sort de la maison et on se dit, on vient de sortir tout de suite de la maison, l'autre envoie un petit message. Tu sais, ce que tu as porté là, c'est très joli, tu es mignon dedans. Pourquoi ne pas l'avoir dit pendant que... Oui, on peut le dire quand on est là, mais ça fait un plus si on le dit aussi. Parce qu'on n'avait rien, tout va bien, on a souri, tu es parti. C'est pas que intentionnellement qu'il a fait ça, c'est comme si quand tu es parti, je continue de voir encore l'image, je continue d'apprécier. Et là, pour rattraper cela, je t'envoie un petit message. Et là, ça fait chaud au cœur. Vous allez voir certaines femmes, parce qu'elles sont au boulot peut-être avec... vous êtes ensemble, votre collègue, femme, par exemple, vous êtes là, et vous êtes en train de parler, et puis il voit un message, il veut... Ce que tu as parlé aujourd'hui, là, c'est merveilleux. C'est chic. Fais attention au regard des hommes, hein, quand ils sont... Elle sourit à côté de toi, tu ne sais pas de quoi elle sourit, mais tu crois que ce que tu es en train de dire qu'il a fait sourire. Non, c'est le message là. Et ça crée une connexion au point où, déjà, excusez-moi, quand elle va rentrer à la maison, dès que l'autre va dire, ça y est, on va mettre le feu, elle va être prête. Alors, monsieur Roosevelt, je vais vous poser la même question. Est-ce qu'on peut être physiquement ensemble, mais émotionnellement absent à cause du téléphone dans le couple? Oui, c'est bien. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois? Oui, on va le dire comme ça, oui. C'est déjà arrivé de façon occasionnelle. Parce que, comme je le disais à l'entame, il arrive en fait des moments où
on est à table ou on est devant la télé ou on est en train de parler en fait avec son ou sa partenaire. Et en fait, ce que l'autre est en train de dire ne rentre pas du tout dans les oreilles parce que derrière, on est accroché dans le téléphone. On est en train en fait de regarder, toute notre attention est portée sur le téléphone. Et de l'autre côté, l'autre est en train de nous parler. Ça fait que en fait, son ou sa partenaire est connecté à nous, mais nous, on est émotionnellement déconnecté en fait de ce moment-là, de cette personne-là. Est-ce que ça ne pose pas véritablement un problème à l'instant là, mais où votre partenaire est là à discuter avec vous, mais vous n'êtes que là physiquement, émotionnellement, vous êtes ailleurs? Est-ce que ça ne pose pas un problème? Oui, ça pose véritablement un problème parce que l'autre, quand il le remarque, il va forcément être frustré. Et si ça se répète, ça va finir par devenir en fait source de dispute dans le couple. Parce que si ça arrive une fois occasionnellement, d'accord, mais si ça commence par se répéter jour après jour, forcément l'autre va se sentir de plus en plus frustré et ça va finir par amener en fait des disputes ou ça va finir par créer en fait plus de distance parce que si l'autre en fait n'en parle pas, cette personne en fait va aussi continuer par rester dans son coin et vous allez continuer à être dans votre monde et à la fin en fait vous allez vous lever un matin, vous allez vous rendre compte en fait que émotionnellement vous êtes déjà séparés. Voilà, vous n'êtes plus ensemble. Et là, on dira que c'est le téléphone alors que ce n'est pas le téléphone. C'est parce qu'à la base, il n'y a pas les accords, comme le spécialiste le disait, qui avaient été établis et qui avaient été respectés en fait par toutes les parties. Mais dans le même temps, ça peut être également un outil qui rapproche beaucoup plus si en fait, on arrive en fait à bien utiliser cet outil-là. Et comme le spécialiste disait tout à l'heure, le téléphone aujourd'hui permet en fait de rester connecté à son ou sa partenaire tout au long de la journée. Donc même si vous avez passé la nuit ensemble, pendant toute la journée, vous allez vous envoyer des petits messages. Je suis bien arrivé au boulot, je descends manger, je mange telle chose, jusqu'à ce que vous puissiez rentrer le soir. Et le spécialiste a parlé tout à l'heure de se chauffer, mais également le soir vers 17h ou 18h, quand l'heure de sortie commence par approcher, l'un ou l'autre peut commencer par exemple par envoyer des messages un peu coquins à son ou sa partenaire, histoire genre, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu rentres à quelle heure? Oui, tu rentres à quelle heure? Je suis très impatient qu'on se retrouve le soir. Voilà, des petits messages comme ça. Et ça a beaucoup plus tendance en fait à ce que si c'est la femme qui envoie ça à l'homme, l'homme, il devient tout à coup impatient de rentrer pour retrouver en fait sa femme. Excité de revoir sa femme. Voilà, excité de revoir sa femme. Et il va plus vite rentrer le soir pour aller retrouver sa femme pour qu'il puisse finir la conversation autrement. Donc ça également, ça peut contribuer véritablement à rapprocher comme à séparer les couples. Alors, Madame Gloria Akwaku, est-ce qu'on peut instaurer des moments sans téléphone dans le couple? Oui, des moments sans téléphone, oui, c'est possible de l'instaurer, d'autant plus que nos parents, ils n'avaient pas cet outil-là. C'est peut-être une chance pour nous, mais il ne faudrait pas qu'on en abuse. Le téléphone n'est pas... Déjà qu'on est ensemble à la maison, le partenaire, avec son partenaire, je pense que le téléphone, on peut le mettre à côté. Parce que, comme vient de le dire les prédécesseurs, ça permet de communiquer comme de garder la connexion. Donc, quand on est dans la même pièce, on n'a plus besoin de se connecter via un réseau ou pas. Donc, on est déjà là. Il faudrait quand même... c'est vrai que c'est un peu compliqué ou pas trop facile, surtout quand les deux conjoints vont au service. Il y a d'abord la charge du service et tout, la charge domestique pour la femme, elle de son côté, qui doit faire peut-être la cuisine le soir, elle est tout fatiguée. Mais il faut forcément... ou bien il faut s'entraîner à communiquer, à laisser les téléphones de côté le soir, à s'y approcher quand c'est vraiment urgent pour maintenir cette connexion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, il faut être sur le téléphone, essayer quand même de trouver des sujets de discussion. Dans un couple, par exemple, on peut faire du commérage. C'est pas forcément pour parler de quelqu'un, mais quand même mettre un sujet sur la table où chacun donne son avis. Donc, ces moments ne sont pas forcément avec un téléphone. Tu échanges avec le conjoint pour maintenir cette connexion-là que tu cherches. Bon, vous avez déjà créé entre vous. Voilà. Donc, comme le disent certains, il faut maintenir la relation autrement.
parce que la communication aussi est importante. À force d'échanger, parfois, quand le sujet est vraiment intéressant, on ne sent pas le temps passer, on ne sent pas l'ennui. Donc, si on vous suit, on peut arriver à des moments donnés à définir des moments sans téléphone en créant des sujets de discussion entre vous et laisser le téléphone de côté pour un moment. Alors, Monsieur Kwasi, est-ce que, dites-nous, vu toutes les définitions, toutes les interprétations qu'on en a faites tout à l'heure sur ce plateau, est-ce que ça tue progressivement les conversations profondes? Si on s'en tient également à ce que vient de dire Mme Gloria, elle pense qu'on peut laisser le téléphone et créer des sujets de conversation entre les partenaires. Oui, le téléphone peut créer plus de fossé entre les partenaires si ce n'est pas bien utilisé, ce n'est pas utilisé à bon escient. Si aussi chaque partenaire n'est pas allé à travailler sur lui-même. Vous voyez, et mon frère là a parlé de, ou bien c'est elle qui parlait avant la démission, parlait de timidité, Ouais. que des personnes timides. Donc, il y a les personnes timides, il y a les personnes qui sont de profil anxieux, qui n'arrivent pas à dire des choses en face. Et il faudrait attendre, il faudrait passer par le téléphone pour passer Et certains messages. vous êtes dans la même maison. J'ai reçu deux couples dans la même maison, et dans la même chambre, ils s'envoient des messages. Et là, c'est grave. C'est grave en fait. Dans la même maison, dans la même chambre, ils s'envoient des messages. Et vous allez voir, s'ils restent sur la même lancée, le couple là va disparaître. Ça là, il n'y a rien à faire. Donc, c'est pour dire que le téléphone a sa place, mais si en temps, vous avez identifié des problèmes à votre niveau personnellement, il faut travailler ces problèmes-là pour pouvoir enlever, en tout cas, régler ces problèmes pour pouvoir vivre en paix. Parce que, en ce moment-là, vous n'allez plus dire c'est à cause du téléphone. Le téléphone n'est que, comment on appelle ça? Une raquette, c'est-à-dire un subterfuge. On prend le téléphone seulement pour dire que c'est à cause du téléphone. Non, ce n'est pas à cause du téléphone. Le problème Le problème au niveau, ça peut être au niveau du partenaire, ça peut être beaucoup d'autres choses qui expliquent la dynamique des conflits au sein du couple, qui explique le fait que le partenaire ne peut pas aller vers l'autre. Donc, ce n'est pas le propre téléphone. Les partenaires qui sont bien, ils utilisent à bon escient le téléphone pour se rapprocher davantage. Donc, le téléphone n'est pas le problème. Mais le téléphone peut amener à accentuer le problème si, en temps, on n'a pas travaillé sur soi. Donc, c'est pourquoi il est important, dès que vous sentez que, non, le téléphone essaie de nous montrer, de nous identifier, il y a un problème, c'est comme une alarme. Le téléphone est là pour nous alerter. Voilà. Si tu es dans la même maison et que tu dois envoyer des messages, tu ne peux pas parler directement à la personne. Tu dois envoyer des messages à la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il enverra le téléphone, c'est la même chose. Tu vas t'emmurer dans le silence. Et tu vas peut-être, avant de sortir, tu déposes l'argent sur la table, tu sors. Ou bien, avant de faire chose là, l'autre aussi va déposer là, il va se... Ce n'est pas le téléphone. Alors, Monsieur Roosevelt Kidjo, à suivre Monsieur Kwasi, certains couples disent mieux se comprendre, que communiquer par message plutôt que de le faire face à face. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Oui, ça peut être inquiétant, comme ça peut ne pas l'être. Oui, allez-y. Comme on le disait avant le début de cette émission, il y a des personnes qui sont timides. Il y a de ces personnes-là qui ne savent pas forcément ou qui ne préfèrent pas forcément une confrontation visuelle quand il y a un problème. Le téléphone peut être aujourd'hui cet outil-là qu'on peut utiliser pour pallier à ça, histoire de désamorcer avant d'avoir une conversation de vive voix. Après, il y a également, en fait, aujourd'hui, quand il y a des problèmes aujourd'hui dans les couples, le matin, on se dispute vite fait, chacun part au boulot forcément avec cette frustration-là au fond de lui. Et on ne va pas forcément attendre le soir d'être rentré à la maison pour pouvoir discuter de ce problème-là. Le téléphone, en ce moment-là, va constituer, en fait, un outil pour avoir les premiers échanges, pour pouvoir, en fait, voilà,
Et dans ce même cas, ça dépend de qui fait le premier pas. Puisque vous êtes fâché et frustré, quitter la maison le matin, ça dépend de qui fait le premier pas. Oui, ça dépend de qui fait le premier pas, mais quand on est dans un couple et qu'on est marié, il n'y a plus vraiment de qui fait le premier pas ne doit plus vraiment être un sujet de débat. Puisqu'on est désormais qu'un, et si l'autre ne fait pas le premier pas, il faut que l'autre puisse en fait faire le premier pas, histoire qu'on puisse essayer de résoudre le problème. Donc, c'est inquiétant parce que si le téléphone devient le seul outil de communication pour résoudre les problèmes, là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Mais si c'est de temps en temps, on utilise ça déjà pour s'expliquer rapidement, vite fait, ça, ce n'est pas forcément inquiétant. Et moi, je trouve même que le téléphone est assez essentiel dans ces cas-là. Parce que si c'est une dispute qui a eu lieu le matin ou la nuit, on ne s'est pas compris avant de partir au boulot le lendemain ou le matin, chacun va vivre sa journée avec cette frustration-là tout au long de la journée. Alors que c'est peut-être juste une question de compréhension et en 2-3 messages échangés via WhatsApp, on va se comprendre et la journée en fait va redevenir belle pour chacun. Voilà. Et donc, pour moi, le téléphone doit participer à la communication dans un couple, mais il ne doit pas remplacer entièrement les échanges physiques dans le couple. Alors, Madame Gloria Akwaku, au vu de tout ce que nous venons d'entendre, est-ce qu'on est en droit de dire que les réseaux sociaux permettent d'exprimer facilement les sentiments? Comme vient de le dire monsieur Roosevelt Kidjo. Bon, c'est un pan de la chose. C'est un pan de la chose. On ne peut pas affirmer à 100% que les réseaux sociaux permettent d'exprimer facilement les sentiments à des moments donnés. C'est vrai. C'est vrai, c'est un outil, c'est un pan de la chose. Ça permet d'exprimer les sentiments. Mais comme l'a dit le spécialiste, il faut toujours savoir et communiquer. Ne pas rester... J'en viens à la timidité de certaines personnes. Ils ont plus cette facilité-là de changer à travers un téléphone. Mais quand ils sont devant la personne avec qui elles ont l'habitude d'écrire, on sent une certaine paralysie. Donc pour ce cas de personnes, on peut peut-être tolérer le fait de rester derrière un téléphone pour vivre, disons une love story comme on le dit. Mais pour ceux qui ont la possibilité quand même, comme on le dit chez nous, ceux qui sont garçons, ils ont la possibilité de venir devant leur vis-à-vis, leur parler, c'est toujours mieux. Le téléphone, c'est juste un complément à la soupe pour faciliter peut-être certaines choses, mais il faudrait juger, essayer de voir le pour et le contre pour voir comment s'y prendre. Le téléphone peut, c'est vrai, régler assez de problèmes comme en créer. Et moi, je préconise qu'il faut quand même échanger à chaque fois et faire surtout l'effort de parler quand même à eux vis-à-vis parce que ça crée plus la connexion. À part pour les relations à distance où le monsieur est à gauche, la dame est à droite, au-delà des frontières, où là, on sait que le téléphone quand même permet de... À ce moment, le seul instrument pour rapprocher, c'est le téléphone, voilà. Ça réduit la distance, ça maintient l'amour. Il y a plein de suspense. Le fait de quand même, peut-être pour ceux qui souffrent du décalage horaire par exemple, ça te pousse à peut-être attendre le partenaire qui quitte le service de l'autre côté. Pendant que l'autre est en journée et l'autre est en soirée et tout. Donc je pense que pour les relations à distance, le téléphone permet de maintenir l'engouement du début. Mais ce n'est pas que ça. Tout dépend aussi de la réponse que celui qui est derrière le téléphone donne. Parce que la relation à distance aussi a son autre point où on se dit, bon, il est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Je suis ici. Bon, on se pose assez de questions. C'est aussi, comme vous le dites, c'est un autre point de ce sujet-là. Alors, monsieur Kwasi, vous avez écouté monsieur Roosevelt tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent sauver certaines relations? Puisqu'il parlait tout à l'heure de tension au départ le matin et puis la journée, c'est réglé vite fait, puis le soir, c'est bon, quoi. Les réseaux sociaux peuvent sauver. Vous voyez, aujourd'hui, ceux qui sont très compétents dedans, il y a des manières de communiquer. En tout cas, communiquer sur le téléphone à son code, à son langage.
Et ceux qui sont compétents dedans, ils arrivent à faire facilement. Vous voyez, il y a des emojis, des choses qui vont dire je t'aime ou bien. Donc, des petits trucs que l'autre peut mettre rapidement ou bien il peut mettre un mot, mettre ça sur son statut, mais l'homme va voir là-bas, il sera fier de lui-même. Voilà. Donc, rapidement, c'est que c'est très bon si on connaît toutes ces choses-là. Mais aussi, c'est aussi un outil, si on ne sait pas faire, dangereux. Je vous raconte une petite histoire. Très rapidement. Nous avons reçu un couple, et alors l'homme a essayé de se suicider, et il était à l'hôpital quand on l'a référé. Alors, l'histoire c'est quoi? Il a acheté un téléphone de qualité à son épouse, et le téléphone, il semble que quand on appelle, le téléphone enregistre automatiquement. Ni la femme ne savait pas que c'était enregistré, ni l'homme aussi ne savait pas. Une fois, ils étaient ensemble, la femme a dit, il a un petit souci avec son portable, remet à l'homme. Et l'homme, en voulant faire, tape les choses jusqu'à ce que tombe sur un audio, et sur l'audio. Ah, ce qu'il entend, c'est bizarre. Il joue. Ce qu'il entend, c'est bizarre. Il faut m'en fouiller. Il joue. Ce qu'il entend, c'est gravissime. Et là, il a pris le couteau, il a voulu se ôter la vie. Il a entendu quoi? Il a entendu que son gynécologue et sa femme sont en train de flirter. C'est flirter. C'est pas flirter, hein? Bon, je ne sais pas, je ne connais pas les termes. De toute façon, sa femme le trompe avec le gynécologue. Le mot le plus indiqué, c'est flirter, tout simplement. C'est mieux? Flirter, tout simplement. Ok, d'accord. Donc, le trompe avec son gynécologue est là. Mais là, ce n'est pas le téléphone le problème, non. Le téléphone révèle un problème. Même si le téléphone n'était pas là, la femme peut arriver là. Et pourquoi est-ce que le téléphone est devenu aujourd'hui un objet de suspicion dans beaucoup de cas? Oui, parce que d'abord, si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, tu seras en train de fouiller. Parce que c'est qu'est-ce qu'elle écrit sur son portable? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est toi qui as le problème, c'est pas lui, c'est pas elle. C'est toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Plus tu vas chercher, plus ta peur sera renforcée, tu chercheras encore. Mais plus tu vas aussi créer au sein de l'autre un certain doute aussi. Il ne me fait pas confiance. Vous voyez? Et là, vous empirez la situation. donc si jamais vous sentez que vous avez ce besoin de contrôler l'autre, allez vous faire accompagner. C'est ce que moi je vais dire simplement. Ou trouver les moyens pour travailler sur votre peur. Votre peur aussi est un messager. Donc il faut pouvoir exprimer réellement l'objet de la peur et non traduit par la jalousie ou bien la colère ou bien tous les actes de contrôle que tu es en train de faire. Madame Goula, vous avez suivi M. Kouassi. Est-ce qu'il est normal de vouloir connaître le mot de passe de sa partenaire pour aller chercher à fouiller son téléphone? Pourquoi c'est à moi la femme vous posez la question? Je ne veux pas dire que je suis pour, je ne veux pas dire que je suis contre le fait de fouiller le téléphone de son ou sa partenaire, mais je vais prendre la chute du spécialiste qui disait qu'il faudrait avoir confiance en soi. Si tu as confiance en toi, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'aller fouiller le téléphone de la partenaire. Et il faudrait aussi avoir confiance en la personne qui est en face de toi. Tu as confiance en toi, tu as confiance en l'autre. Donc, si la confiance règne, je pense qu'il n'y a pas besoin de fouiller le téléphone. Alors, vous avez un code sur votre téléphone? Oui. Pourquoi? Par pur plaisir, ce n'est pas une raison particulière par rapport à ça, mais on dit que le téléphone est personnel. Bien sûr. Le téléphone, il est personnel. Donc, quand vous parlez de confiance, comme le spécialiste vient de le dire, et vous êtes rebondi là-dessus, vous parlez de confiance, est-ce que cette confiance-là vous amène à coder encore votre téléphone si vous ne vous reprochez rien? Bon, En fait, c'est quoi? Le téléphone, c'est des questions qui reviennent de façon récurrente au cabinet. Le téléphone, en fait, même d'abord, je vais vous dire quelque chose. Si on est en couple, chacun doit avoir aussi son intimité. Ça, c'est ça qu'on ne sait pas.
On croit que quand on est en couple, non, chacun doit avoir son intimité. Vous voyez que, par exemple, pour les hommes, quand les hommes ont des problèmes, c'est peut-être que ce n'est pas tous les hommes, mais la plupart des hommes, quand ils ont des problèmes, leur réflexe, c'est de s'enfermer eux-mêmes. S'enfermer, ça veut dire quoi? De commencer par rester dans le silence pour pouvoir mûrir, voir toutes les dimensions du problème. Et là, si la femme ne comprend pas, tu as quoi? Il t'a fait quelque chose? Pourquoi tu es comme ça? Mais la personne a besoin de se recueillir. Vous voyez? C'est en ce sens qu'il a besoin d'être seul avec lui-même. On est en couple, effectivement, on doit tout partager, mais chacun doit avoir son intimité. Le téléphone, d'abord, on le code. On code le téléphone d'abord pour que on ne l'a. Ouais, quand tu ne codes pas le téléphone, tu le mets dedans. Ça peut lancer des appels. Est-ce que c'est juste pour cette raison-là, monsieur? Une première raison. Une première raison. Pour la sécurité, on le code le téléphone. Vous voyez, ce n'est pas d'abord coder le téléphone pour l'autre. Mais quand tu commences par poser, qu'on commence par voir, est-ce qu'il a codé ça pour moi? Moi, je n'ai pas codé mon téléphone. Ce n'est pas codé, c'est un choix libre. S'il veut te donner ton mot de passe, c'est aussi de façon libre. Ce n'est pas dire, donne-moi ton mot de passe. Tu as mis quoi? Tu as cherché avec qui aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, tu es malade. Non, nous ne l'aurons pas sur les mots. Tu es malade, tu as besoin de travailler sur toi. Parce que l'autre, quand vous vous aimez, ça doit être spontané. Tu n'as pas besoin même de... Non, tu es à lui, il est à toi, point. Et autre chose que je vais dire aux téléspectateurs. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Monsieur, si nous sommes collègues ici, et je viens ici, je dis, c'est Si qui est en train il veut me détruire. C'est le sorcier qui veut me détruire. Et chaque jour, je vous vois, je me dis comme ça. Je vous assure que mon cerveau va s'arranger pour me donner confirmation sur toute la ligne. Ça veut dire quoi? Paradoxalement, si tu manques de confiance envers l'autre, il va te démontrer que tu as raison. C'est ça en fait. C'est ce qu'on ne connaît pas et finalement on dit que je savais. Non, c'est toi-même qui as créé cela. C'est toi-même qui as créé cela. Monsieur Roosevelt, fouiller le téléphone de sa partenaire, est-ce que c'est une preuve d'amour ou c'est une preuve de violation de la vie privée? Ce qui est sûr, ce n'est pas une preuve d'amour. Fouiller le téléphone de son ou sa partenaire n'est clairement pas une preuve d'amour. Je ne parlerai pas aussi de violation de la vie privée de l'autre. Comme le spécialiste vient de le dire, une relation, elle est basée d'abord sur la confiance, puis sur la transparence. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas ou d'expériences qu'on voit, où des infidélités ou des trahisons se révèlent à travers la fouille de téléphone. Et donc, si cette personne n'en avait jamais fouillé en fait, le téléphone de son ou sa partenaire, il n'aurait en fait jamais pu découvrir qu'il y avait en fait quelque chose qui se tramait dans son dos. Mais la transparence et le bon sens voudraient qu'on ne puisse pas en fait aller fouiller le téléphone de l'autre, puisque son téléphone, c'est son espace personnel, c'est son intimité. Et au-delà de ça, comme je le disais tantôt, le téléphone aujourd'hui c'est un outil de travail. Et dans cette jalousie qui t'emmène en fait à aller fouiller, va peut-être en fait t'amener à prendre des numéros de téléphone et à écrire en fait à ces personnes-là pour les insulter. Ça c'est le... C'est l'autre revers de la chose. Voilà, c'est assez fréquent et en fait, ça va se révéler quoi? C'est peut-être un partenaire, un collègue de travail, un patron ou autre chose en fait de ton mari ou de ta femme à qui tu écris comme ça pour aller en fait, tu vas créer des problèmes inutiles à ton ou ta partenaire. Donc pour moi, en fait, dans un couple de façon totalement transparente, chacun doit avoir son téléphone, chacun doit avoir son intimité, mais pour la transparence, l'un doit avoir le code de l'autre. Ça ne doit pas être en fait des cachotteries. Mais ce n'est pas parce que j'ai le mot de passe de ton téléphone que je vais forcément me lever pour aller le fouiller. Madame Gloria Kwak, vous avez écouté la dernière partie de M. Roosevelt. Chacun doit avoir le mot de passe de l'un et de l'autre. Je vais revenir à vous, notre spécialiste sur le terrain. Est-ce que, juste cette partie-là, qu'est-ce que vous en pensez? Tout est question de conviction ou de conviction, je dirais. Je ne suis pas contre le fait que l'on ait le code de l'un ni de l'autre. Vous pouvez avoir le code, je vais peut-être dire un truc qui ne va pas peut-être vous plaire. Le partenaire... Vous parlez à monsieur qui joue. Voilà. Le partenaire, votre partenaire, je prends le cas des hommes par exemple. Avec le numérique, il y a l'interface normale et les interfaces cachées.
Vous pouvez avoir le code du téléphone et fouiller le téléphone du 1er janvier au 31 décembre. Chaque soir que le monsieur rentre, s'il ne veut pas que vous ayez une information, vous ne l'aurez pas. Donc, le fait d'avoir le code ne vous protège, ou bien ne garantit rien en général. Il faudrait avoir confiance en l'autre. Et comme on le dit, tout ce qui est... quand on met le pain sur la lumière, elle éclaire toujours. Donc, tôt ou tard, ce qui est là va se savoir si vous croyez, comme l'a dit l'autre, c'est vrai qu'on attire souvent ce à quoi on pense, mais il ne faut pas forcément y penser. Moi, je crois à la loi divine, par exemple, qui va quand même vous révéler ce qui est caché si le partenaire, que ce soit la femme ou l'homme, ne vous est pas fidèle ou bien ne fait pas quelque chose de transparent. Alors, Madame Gloria, oui, allez-y, continuez. Après, vous pouvez, comme l'a dit Monsieur Kidjo, tomber peut-être sur des messages qui, au fond, ne sont pas ce que vous pensez. Et il faudrait peut-être monter, scroller, aller vers le début du message pour vraiment comprendre. Des petites phrases et tout, ce qui amène des petits soucis à n'en point finir. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de fouiller le téléphone de son partenaire. Et s'il faut arriver là, que ce soit vraiment le dernier recours, ou vous avez peut-être déjà des preuves de ci ou de ça, et vous voulez juste avoir confirmation. Alors, demander le code ou le mot de passe de son ou sa partenaire constitue un manque de confiance envers soi-même, c'est ça? Moi, personnellement, je ne demande pas. Parce que allez fouiller, allez funer, vous allez vous mettre dans des états où vous-même, vous allez vous mettre mal à l'aise pour rien. Voilà, pour rien. Pas forcément. Il est vrai que dans la société patriarcale dans laquelle nous sommes, les hommes ont plus tendance à le demander à leurs femmes et tout. Bon, les femmes aussi le donnent. Je ne suis pas contre le fait. Je ne suis pas contre le fait, mais pour moi, ce n'est vraiment pas important. Voilà. Monsieur Komlan Kwasi, cette question-là, je devrais vous la poser. Je suis revenu à vous. Alors, demandez le code ou le mot de passe de sa partenaire, puisque vous êtes un homme. Vous pensez que c'est un manque de confiance envers soi-même ou bien c'est une question de « c'est moi l'homme et je dois demander ». Je ne dirais pas que c'est d'office que c'est un manque de confiance en soi. Je ne dirais pas de cette manière. Je dirais que quelle est la motivation? Quelle est la motivation? Quand tu te demandes quelle est la motivation? Si la motivation, c'est que, par exemple, elle est en train de travailler, son portable est là, je veux faire un appel rapidement et je n'ai pas de crédit, et je veux utiliser ton portable, dis-moi ton mot de passe. Je peux utiliser, et la vie continue, et peut-être même que je n'ai même pas gardé cela. Et voilà, et lui, elle aussi, on est ensemble, je suis au volant, peut-être elle est à côté, et donne-moi ton mot de passe, c'est quoi? Dit, elle va faire, ça c'est naturel, c'est naturel, mais si tu dis, ton mot de passe, donne-moi ton mot de passe, et quand tu prends le mot de passe, c'est quand elle dort là, que tu ouvres, tu commences par fouiller. Ça veut dire que tu es malade. Nous allons... Voilà, tout ça, tu n'as pas besoin de ça en fait. Tu n'as pas besoin de ça. Maintenant, je vais dire quelque chose avant que... Je vais dire très rapidement, parce aux téléspectateurs que quand nous disons que dans le couple, chacun a son intimité, ce n'est pas qu'on dit que tu vas dire « Ah, c'est mon intimité, c'est mon intimité ». Non, ça devait être en fait un élan naturel. De dire que tu vas savoir que non, je ne vais pas le saouler ou la saouler, je ne vais pas l'envahir quoi. Il y a des moments où on a besoin d'être seul avec soi-même. Vous savez, quand on est en couple, je vous dis, il y a un couple qui était venu, le problème c'était que il a pris l'ordinateur de sa femme et il voit qu'il a fait, elle a un autre compte. Et sur le compte Instagram, elle fait blague avec quelqu'un et il met son prénom et le nom de famille de la personne. L'homme a dit, mais nous sommes ensemble, on est mariés, on est ensemble depuis des années, tu m'as fait des enfants. Pourquoi est-ce que tu vas pouvoir mettre, si vous n'avez rien là, tu vas mettre, par exemple, vous avez si, non? Si, toi, ça. Elle s'appelle Eugénie, par exemple.
C'est pas Eugénie. Oui, bien sûr, je comprends. Oui, oui. Elle dit, Madame Tossa, Eugénie. Parce qu'une blague peut amener jusqu'à 16 extraits. Ah. Nous allons faire, nous allons maintenant écouter les avis des citoyens béninois sur cette question d'actualité entre jalousie numérique, incompréhension et dépendance aux réseaux sociaux. Certains foyers traversent de véritables crises. Je vous propose de suivre cet élément. On va revenir juste après. Ça crée plus de conflits si le mec ou la meuf en question cache des choses. Maintenant, si le mec ou la meuf en question ne cache rien, je pense que c'est normal d'utiliser le téléphone de son partenaire. Je ne sais pas si c'est vraiment important ou pas. Mais oui, je pense normalement. Parce que si ton partenaire n'a rien à cacher, je vais prendre ton téléphone et répondre à quel message à toi. Mais non, bon, toutefois, ce n'est pas très bon. Parce que, bon, il peut y avoir des trucs confidentiels de la survie d'une entreprise ou d'une entreprise dans laquelle tu travailles et que tu ne peux pas, auquel tu ne peux pas accéder en fait. Je dirais oui, je dirais non. Oui, parce qu'on peut utiliser les moyens des nouvelles technologies de l'information pour, même malgré la distance, rester en contact et vivre son amour. Maintenant, non, parce qu'à des moments donnés, les réseaux sociaux prennent tout le temps, nous prennent tout le temps où nous devons nous occuper de nos partenaires. Et ça crée, et aussi, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, tout ce que les réseaux sociaux créent, les problèmes d'infidélité, les problèmes de tout ce qui est problème, aujourd'hui les réseaux sociaux aussi constituent un facteur de problème. Donc nous devons, il faut de la moralisation. Il faut que les gens qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent les téléphones, puissent agir. Parce que c'est ça, on ne peut pas ne pas utiliser. Mais pour l'utiliser, il faut savoir l'utiliser pour que ça puisse contribuer au bon fonctionnement du couple. Ça a son sens positif et son sens négatif. Le sens positif, parce que, voilà, monsieur n'est pas à la maison, donc il veut peut-être informer, peut-être il est à l'extérieur, il veut donc informer sa famille de telle situation. Et donc, ça rapproche les couples. Dans un autre sens, c'est que ça devient quelque chose que je peux dire à surveiller et que certains cherchent à éviter. Par exemple, la femme cherche à éviter le fait que son mari ou bien son partenaire fuit dans son téléphone parce que peut-être elle a des trucs à cacher. Donc, en ce sens, ça peut détruire un couple. Oui, je pense qu'il est important, très capital de vérifier parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut vérifier pour savoir, pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui vient, quoi. Il faut fouiller, il faut vérifier son partenaire. C'est clair et net. Il n'est pas conseillé quand même de vérifier les téléphones de son partenaire. Donc, vous voyez déjà que ce n'est pas bon, non. Mais l'homme peut toutefois vérifier le téléphone de sa femme ou bien de sa partenaire. Parce que même la Bible dit que la femme, c'est un instrument à surveiller. Donc il faut surveiller ça correctement. Donc il ne faut pas laisser la femme à elle-même. Donc il faut entre-temps de contrôle pour que les choses se passent bien. Si la confiance, on peut vérifier comme pas vérifier. Ça dépend du partenaire. En tant qu'homme, c'est normal parce qu'on ne sait jamais. En discutant, ça peut amener sur une autre dimension. Donc, il faut voir tout ça. J'ai dit tout à l'heure que la femme est un instrument à surveiller, à contrôler. Donc, je pense que c'est un devoir pour l'homme de fouiller le téléphone de sa femme. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Madame Gloria Akwaku, la femme est un instrument qu'il faut surveiller. Votre réaction après cet élément-là? Bon, est-ce qu'il faut vraiment surveiller la femme? Il faut peut-être montrer à la femme qu'elle n'a pas besoin d'être surveillée en ayant confiance en elle, en communiquant avec elle et en lui rappelant, peut-être si elle est dans un couple, surtout dans la société patriarcale dans laquelle nous sommes, qu'il faudrait quand même qu'elle soit transparente pour mériter le respect de son partenaire. Alors, Monsieur Komlan Kwasi, est-ce qu'on peut pardonner une infidélité virtuelle? Vous aviez abordé un sujet tout à l'heure. Est-ce qu'on peut pardonner une infidélité virtuelle? Je pense qu'il y a des conditions pour pardonner si le tort est reconnu.
si celui qui a commis le tort, s'il reconnaît et puis il demande, il fait son mea culpa, l'autre est motivé à pouvoir pardonner. Si ces conditions sont réunies, il reconnaît, il ne met pas des arguments pour justifier le tort. Tu as commis un tort, on a vu tous ces flagrants délits, tu reconnais le tort et tu présentes tes excuses. Je pense que le partenaire sera plus habilité, plus motivé à pardonner. Seulement il faut le temps. Ce que j'ai rencontré, les gens ont besoin du temps. Ce n'est pas que parce que tu as reconnu, tu as fait que tout de suite, il doit te pardonner. Vous devez en train de partir pour que progressivement, la confiance se reconstruit à travers des choix que vous faites au quotidien, à travers le pas que tu fais, la transparence que tu montres, à travers la connexion émotionnelle quotidienne. Tout cela réuni qui va l'amener et que dans le temps, il va pouvoir te pardonner. L'autre chose aussi, est-ce que la femme est un instrument et que c'est un devoir pour l'homme de contrôler, de fouiller le téléphone de la femme? Alors c'est quoi? Même ton enfant, même quand tu as ton propre enfant et que tu le contrôles, l'enfant va t'échapper. Ça, c'est basique. Donc, quand tu contrôles, tu es en train de dire qu'un jour, trompe-moi. Et je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas, comment dire, tu peux être expert en contrôle n'importe comment, comme Mme Gloria l'a dit. Si elle veut te tromper, elle va te tromper. Merci à vous. Oui, tu seras même dans la chambre, elle va te tromper. Merci à vous. Monsieur Roosevelt Kidjo, votre réaction après d'avoir suivi cet élément-là, très rapidement. Dire que la femme est un instrument à contrôler, personne n'est un instrument d'abord. Nous sommes tous des êtres humains, hommes et femmes, il n'y a pas de l'un instrument, l'autre est la chair, non. Donc, il faut déjà, en fait, enlever cet a priori-là. Après, une relation, c'est basé sur la confiance et sur la transparence. Il n'y a pas forcément besoin d'être tout le temps derrière, en train de chercher quoi. Comme il y a une citation qui le dit, à force d'aller, de te dire que la chose va t'arriver, la chose finira par t'arriver. Donc, autant mieux rester sereine ou serein et vivre ta relation de couple au mieux. Et voilà, vivre, s'il n'y a pas la confiance, s'il y a peu de la transparence, mieux se sépare tranquillement que de vivre dans une relation toxique. Merci à vous, monsieur Roosevelt Kidjo, madame Gloria Akoakou. C'est bientôt la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Merci. Moi, je dirais carrément, seulement qu'il faudrait avoir confiance en soi, avoir confiance en son partenaire et essayer de créer la connexion et la communication de quelque manière que ce soit dans le couple pour que cette troisième personne qui est les réseaux sociaux aujourd'hui ne vienne pas impacter et que les couples heureux d'aujourd'hui forment des jeunes enfants, mais donnent naissance à des jeunes enfants qui vont être aussi heureux demain. Monsieur Roosevelt Kidjo, votre mot de la fin. Alors aujourd'hui, les téléphones, les réseaux sociaux, ce sont des choses de notre ère et nous sommes obligés de faire avec. Mais je vais inviter simplement chacun et chacune à utiliser en fait ces outils-là, les téléphones, les réseaux sociaux, à bon escient, histoire de pouvoir renforcer la communication, histoire de pouvoir renforcer la cohésion dans le couple. On a beaucoup parlé de téléphone, on a beaucoup parlé de réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il y a les IA génératives également qui influencent d'une manière ou d'une autre les relations de couple. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent des IA génératives comme leurs confidents et comme des personnes qui leur donnent des conseils. Et donc, il faut savoir en fait utiliser les outils digitaux de façon responsable et en ayant un esprit de jugement et en ne prenant pas en fait tout ce qui se dit et tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux comme étant des choses vraies. Beaucoup de personnes disent des choses sur les réseaux ou font des choses pour le paraître. Il ne faut pas en fait se laisser influencer par ce que nous voyons ou ce que nous entendons sur les réseaux sociaux et cultivons toujours la confiance et la transparence dans nos relations et les réseaux sociaux ne constitueront qu'un outil de rapprochement dans les couples. Merci à vous, monsieur Roosevelt Kidjo, monsieur Komlan Kwasi, votre mot de la fin. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Là, le temps est vite passé. Vous me pressez. Alors, je vais dire à nos chers téléspectateurs que le téléphone est un outil formidable si on sait bien l'utiliser. Et pour pouvoir savoir bien l'utiliser, retenons qu'il faut faire des accords, avoir des accords. Par exemple, M. Kidjo a dit, quand vous voulez, à table par exemple, on dit, à table, pas de téléphone, on va manger. Et au lit,
Non, pas le téléphone, je veux rester avec toi. Non, personne ne reste avec son téléphone. Voilà, on revient du boulot, d'autres veulent te parler au moins quelques minutes qu'on puisse s'échanger d'abord. Donc, il y a des accords qu'on doit pouvoir mettre en place pour que la vie ensemble soit une vie heureuse pour chacun de nous. Il est très important de prendre en compte ces accords-là pour que ça puisse aller. Ceux qui sont actuellement dans ces difficultés-là, ils peuvent prendre ces outils-là. Ceux qui veulent ne plus revenir, ne plus avoir ces difficultés-là aussi, puissent prendre ces éléments pour pouvoir vraiment grandir ensemble et vivre heureux en couple. Merci à vous, chers invités. Merci pour votre apport. Chacun de vous a apporté son éclairage face à ce thème-là. Merci à vous, Madame Gloria Akwaku. Merci également à vous, Monsieur Komlan Kwasi et Monsieur Roosevelt Kijou. Tous les trois, vous avez apporté de votre éclairage à ce sujet-là. Merci à vous. Le téléphone et les réseaux sociaux ne sont ni totalement bons, ni totalement mauvais. Tout dépend finalement de l'usage que chacun en fait. Ils peuvent rapprocher, maintenir le dialogue, renforcer les liens, mais ils peuvent aussi installer la jalousie, la méfiance, le contrôle et parfois même briser des relations lorsqu'ils remplacent la communication réelle et la confiance. À l'ère du numérique, les couples sont donc appelés à trouver un équilibre entre connexion virtuelle et présence réelle, entre transparence et respect de la vie privée. Merci à nos invités pour leur analyse et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro de Regard de Société.